Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1152 de One Piece, malgré la chaleur qui est horrible, il fait super chaud. Bon, j'ai le ventilateur juste à côté, s'il y a un bruit de fond peut-être, je sais pas, c'est normal. Mais en tout cas, on va aller directement à l'essentiel, on va parler un petit peu du chapitre, de ce qui se passe et tout, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de choses intéressantes. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo déjà si elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, la chaîne est faite pour vous, parce qu'on parle que de One Piece. Vous pouvez disliker la vidéo si vous aimez pas, tout simplement, et surtout je veux que vous me dites en commentaire vos théories sur la suite et vos avis sur le chapitre. Donc chapitre 1152 où déjà ça va être très simple, on a Gaban qui va expliquer à Luffy que les chevaliers divins ne sont pas immortels et que pour les vaincre en fait il faut être capable de maîtriser, en tout cas d'utiliser le haki des rois, mais de le maîtriser aussi. Voilà, donc en gros le secret pour vaincre les chevaliers divins c'est le haki des rois. Alors en vrai c'est vrai que là tu te rends compte que les chevaliers divins en termes de puissance, quand quelqu'un a le haki des rois, ils sont pas si puissants que ça, mais par contre je veux dire pour toute personne ne possédant pas le haki des rois, bah, leur pouvoir de régénération est hyper embêtant, mais genre vraiment, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas le haki des rois ne peut pas vaincre les chevaliers divins, donc en fait finalement il n'y a pas tant de monde qui utilise le haki des rois, donc pas tant de monde qui peut vaincre les chevaliers divins. Donc je trouve ça assez intéressant, et finalement on l'avait déjà théorisé que c'était lié au haki des rois, donc pas une grande surprise. Maintenant, Loki, d'ailleurs j'aime bien Loki, enfin Loki déjà tu vois sa taille en fait, c'est vrai qu'il est immense, en fait tu te rends compte à chaque chapitre que quand tu le vois à côté de Ashrodin, parce qu'Ashrodin est très grand par rapport à Luffy, mais il est vraiment géant Loki, il est énorme, je trouve que c'est hyper bien retranscrit, on voit vraiment la différence de taille par rapport aux autres géants, mais en tout cas Loki il est en mode voilà je peux pas expliquer, c'est trop dur de décrire sa force avec des mots, donc en gros libérez-moi, comme ça je vais me battre, je vais leur faire la peau, je vais vaincre ces chevaliers divins, comme ça vous allez voir ma puissance, donc... Bien sûr, Ashrodin va nous refuser. Il ne veut pas parce que il a tué le roi Harald, machin. Et en plus de ça, on a, parce qu'on va en parler juste après, on commence à avoir des infos, des petits flashbacks sur qu'est-ce qui s'est réellement passé il y a 14 ans avec le roi Harald. Mais surtout, il y a une scène que j'ai trouvé très sympa et très drôle. C'est justement, on a Gaban qui dit que voilà, il y a un autre utilisateur du haki des rois ici. Et là, il y a Zoro et Sanji côte à côte, donc ils regardent dans leur direction. Et Sanji qui est en mode, je peux, ça y est, enfin, on me volera plus la vedette. Jinbei et Tête de Cactus me voleront plus la vedette. Parce que oui, déjà, je rappelle que Zoro avait une prime supérieure à Sanji, mais ça c'était déjà le cas depuis longtemps. Mais surtout, Jinbei avait une prime supérieure à Sanji. Donc Jinbei était au-dessus de Sanji en termes de prime. Donc forcément, Sanji, il voulait un truc où ça y est, là il est le prems, tu vois. Et non, il s'agit bien de Zoro. Alors ce qui est drôle, c'est que Zoro lui-même ne s'en est pas rendu compte en fait qu'il avait le haki des rois, alors que Luffy, lui, savait déjà que Zoro avait le haki des rois, il l'avait ressenti en fait. Il a dit ça se voit. Et donc ça c'est intéressant parce qu'on voit aussi qu'il y a plusieurs manières d'utiliser le haki des rois, de contrôler et de manipuler le haki des rois. Et Zoro, lui pour l'instant, le problème c'est qu'il a le haki des rois, ça circule partout dans son corps y est habitué. Sauf que, comme il le dit, Gaban, c'est que le haki c'est une force utile seulement quand on la reconnaît et surtout qu'on sait la contrôler. Donc vraiment, il est en train de l'engueuler en mode c'est comme ça que tu veux protéger ton capitaine, c'est comme ça que tu veux justement protéger l'un des 4 empereurs. Commence déjà par maîtriser ton haki des rois. Donc voilà, Zoro carrément qui va s'excuser en mode désolé et tout. Non, j'ai bien aimé, la scène est cool. Bon, désolé pour Sanji qui encore une fois se fait vanner et qui se finit sans rien. Voilà, encore une fois, hein. Bien que c'est possible plus tard qu'il ait le haki des rois. Mais... très intéressant parce que ça veut dire que là Zoro et Sanji sont capables de vaincre des chevaliers divins et donc du coup d'utiliser le haki des rois. Par contre Zoro il faut qu'il maîtrise un peu mieux le haki des rois. Voilà, ça c'est intéressant, c'est une info. On savait déjà que Zoro avait le haki des rois, mais là au moins c'est confirmé et les autres sont au courant. Enfin Luffy était au courant mais les autres maintenant sont aussi au courant. Et là du coup on a encore une fois Loki qui est en mode Ashrodin, libère-moi, tu veux vraiment laisser des étrangers protéger mon pays. Et forcément Ashrodin qui est en mode non mais à tout moment t'es capable de nous trahir, de rejoindre le gouvernement mondial et tout. Non ça n'arrivera pas, on le sait, Loki ne rejoindra jamais le gouvernement. D'ailleurs ils ont déjà fait la proposition à Loki, il a refusé. Alors bon, Ashrodin et les autres sont pas au courant, mais il a déjà refusé de s'allier au gouvernement mondial. Et là Luffy qui a une idée. Il dit « Rejoins mon équipage à Loki ». Alors plusieurs choses, plusieurs réactions assez drôles. Déjà, forcément, s'il doit rejoindre l'équipage de Luffy, logiquement, Ashrodin est obligé de le libérer. Déjà, première chose. Donc c'était bien pensé de la part de Luffy, sauf que deux problèmes. De un, Zoro souligne qu'effectivement, il ne rentrera pas sur le bateau vu sa taille. Il va y avoir un gros problème au niveau de la taille.
Et de 2, Sanji souligne qu'il mange encore plus que Luffy. Donc c'est déjà compliqué de faire à manger pour Luffy et l'équipage. Alors si en plus il mange plus que Luffy, alors là ça va être beaucoup trop galère. Donc voilà, il est en mode vas-y, de toute façon Elbaf veut pas de toi, viens avec nous, allez vas-y, au pire, voilà, si jamais il y a un problème, je te défonce. Normal, vraiment sans pression. Forcément, Loki, non, ne veut pas, il refuse de rejoindre l'équipage de Luffy et de devenir son sous-fifre, entre guillemets. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, il ne connaît pas toute l'étendue de la force de Luffy, et je pense qu'au fur et à mesure de l'arc Elbaf, il va du coup décider pas de rejoindre l'équipage de Luffy, mais peut-être la flotte de Luffy. Alors ce sera encore plus cool si jamais ils arrivent à se réconcilier et qu'on comprenne un petit peu ce qui s'est passé et que Ashrodin et Loki se réconcilient, que du coup Loki rejoigne l'équipage de Ashrodin et qu'il fasse partie de la flotte du coup de Luffy. Ça sera intéressant parce que ça fera un allié de poids à Luffy dans sa flotte aussi. Donc on verra à la fin de l'arc. Bon, en tout cas, Ashrodin qui justement demande à Luffy, est-ce que tu le sens bien, tu vois? Et en fait, Luffy, il a envie de le voir se battre. Donc finalement, ils vont pas avoir trop le choix. Même Gaban, il est en mode, vas-y, Ashrodin, libère Loki, libère Loki. Donc en fait, tout le monde est en train de lui dire, vas-y, de libérer Loki. Il y a que Ashrodin qui veut pas, parce que normal, son père a été tué par Loki, tout ça, tout ça. Mais il est en mode, voilà, il y a 14 ans, Loki déjà, il a tué 113 soldats dans le château, il a infligé une blessure quasi mortelle à Jarl, donc l'épée dans le crâne, il a tué son propre père, c'est un criminel, etc. Sauf que c'est pas la vérité. On va en parler parce qu'on a droit à un flashback. Donc du coup, Zoro et Sanji et d'autres géants vont partir en avance pendant que Ashrodin, Luffy et Loki vont rester ici pour justement écouter un petit peu l'histoire que va raconter Loki. Parce que finalement, Loki va expliquer la vérité, hein, voilà. Il va dire ce qui s'est passé. En tout cas, on va apprendre une partie de ce qui s'est passé. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a 14 ans, on a Jarl et Loki qui avaient été invités en fait au château d'Holst, donc le château du coup d'Elbaf, et ils avaient été invités, donc ils y vont et tout. Bon, voilà, on voit d'ailleurs Jarl sans son épée plantée dans la tête vu que c'est arrivé après. On voit Ashrodin aussi. J'aime bien parce qu'en fait tu vois il y a quand même une alchimie entre les deux persos, tu vois, Jarl et Loki, ils se font, tu vois, des petites voilà, des petits pics comme ça, mais globalement ça va, il y a quand même une entente entre les deux. Mais ce qui est sûr, c'est que Loki ne peut pas pardonner au roi de s'être allié au gouvernement, en plus sachant qu'ils ont tué Xebec et qu'il admirait Xebec. Donc bon, il est un petit peu violent, Loki, il va défoncer un des gens, il va l'écraser dans la porte. Et là, quand ils vont rentrer, la scène est juste folle. On a quoi? On a le roi Harald qui se fait transpercer par tous les soldats. C'est excellent. Alors, il est sous forme d'ombre, alors on ne sait pas du coup vraiment si il était en démon ou pas, et si c'est pour ça qu'ils l'ont tué, parce qu'il a été transformé en démon de la même manière que du coup les autres ont été transformés en démon, Dori Brogi et tout. Donc on ne sait pas. Mais imagine la tête de Jarl, tu vois, et de Loki qui voit ça, c'est ce qui voit le roi Harald se faire transpercer. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, il y avait aussi Shanks et Gaban qui étaient présents à Elbaf. Les deux étaient présents à Elbaf. Donc on voit Gaban qui est beaucoup plus jeune, on voit même Shanks ici aussi. Et ils sont en train de discuter et tout. Et en fait, Shanks explique que il voulait. Déjà, il avait déjà rencontré le roi Harald à Marie-Joise. Très intéressant, encore une fois, qu'il l'ait rencontré à Marie-Joise. Ça donne des petites infos supplémentaires, donc effectivement, il est déjà allé à Marie-Joise, on le savait, etc. Mais ils ont sympathisé, sachant que le roi Harald, effectivement, s'est allié au gouvernement, et donc du coup, c'est peut-être à ce moment-là qu'ils se sont croisés, puisque du coup, peut-être le roi Harald est allé à Marie-Joise, et à ce moment-là, il y avait Shanks, du coup, qui effectivement, maintenant, on a eu des révélations sur Shanks, mais... Donc on sait, maintenant il y a des raisons à ce qu'il soit à Marie-Joise, enfin en tout cas à ce qu'il y était. Donc c'est sûrement là-bas à Marie-Joise qu'ils se sont rencontrés tous les deux, effectivement. Et ils ont sympathisé. En plus de ça, on apprend, voilà, Shanks dit qu'à la base, il voulait juste mener une vie tranquille, un petit peu comme Baggy finalement. Sauf que Gaban lui dit que c'est l'enfant de la destinée. Donc déjà, tu vois, Shanks n'est pas quelqu'un de... Tu vois, il y a un truc, il dit que c'est l'enfant de la destinée, donc c'est pas un random, c'est pas un enfant random qui est arrivé de nulle part, c'est l'enfant de la destinée, donc il est amené à accomplir certaines choses. Donc ça c'est intéressant, je trouve, d'aborder ça, même si certains vont dire encore une fois la destinée machin. Bon après c'est comme les gens qui vont dire que ouais Luffy était destiné à devenir ça parce que il avait ce fruit. Non, de toute façon s'il s'était pas entraîné, s'il avait pas fait tout ce qu'il a fait, jamais il serait devenu comme ça, tout simplement. D'ailleurs pour la même raison que Ashura dans Naruto, que Naruto n'est pas la réincarnation de Ashura, mais qu'il est devenu parce qu'il était ce qu'il était, tout simplement. Voilà, il n'est pas né en tant qu'enfant de la prophétie, Naruto, il l'est devenu. C'est qu'après qu'il en est devenu la réincarnation. Là, c'est un peu le même délire avec Luffy. Voilà, il n'y a pas de machin et tout. Bon, bref. Dans tous les cas,
Ils ont senti quelque chose au château, ils ont senti une puissance qui s'était dégagée, et puis même justement, Gaban explique qu'il avait senti une présence assez spéciale. Et là, on a quoi? On a, déjà on voit Jarl se prendre l'épée dans le crâne, donc on sait même pas comment le gars a réellement survécu à ça. Normalement, t'es mort, tu vois, mais ok. Et donc je présume qu'à ce moment-là, il a perdu la mémoire, et c'est pour ça qu'il ne sait pas que Loki n'a rien fait, que c'est pas lui qui a tué le roi Harald, vu que Jarl était le seul témoin, et qu'il a pris une épée dans le crâne qui lui a sûrement fait perdre la mémoire. Ça, je l'avais déjà dit de toute façon il y a longtemps. Et donc du coup, on a quelqu'un, on ne sait pas qui, sûrement du gouvernement mondial du coup, qui est ici en mode, voilà ce qui se transmet à Elbaf, le fruit du démon interdit. Donc ce n'est pas Loki qui a volé le fameux fruit légendaire d'Elbaf, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, ce n'est pas Loki, ce n'est pas Jarl, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, on ne sait pas exactement qui. Il y a de fortes à parier que c'est lié au, enfin que c'est quelqu'un du gouvernement, hein, voilà. C'est très intéressant. Est-ce que ce fruit pourrait être justement le fruit de Luffy? Donc plus tard, Shanks est allé récupérer le fruit qui avait été volé justement par la marine, par le gouvernement. Et donc du coup, c'est comme ça que Shanks a récupéré le fruit de Luffy et que finalement, il a atterri sur Luffy parce que le fruit choisi. Bon, voilà, on en reviendrait peut-être à ça. Mais c'est très très intéressant. Ah oui, une autre chose que je voulais souligner, c'est Shanks. Alors si je me trompe pas, plutôt sur une des cases, on voit une marque, voilà, on voit une marque, c'est très petit, on voit une marque, et c'est sur le bras qu'il a perdu. Donc on pourra déduire que justement, Shanks ça fait exprès de perdre ce bras, pour justement faire en sorte que Im, etc. ne puisse pas le retrouver, pour justement se dissocier d'eux, et donc c'est pour ça qu'il a perdu son bras contre un monstre random à East Blue. Donc ça serait hyper intéressant, et ça confirmerait la théorie, et ça expliquerait une incohérence bizarre du début, ou en tout cas un truc très bizarre du début, comment quelqu'un d'aussi puissant que Shanks, pourquoi est-ce qu'il aurait perdu son bras? Ça expliquerait la chose. Alors est-ce que c'est un foreshadowing, ou est-ce que c'est juste que Oda a rebondi sur cet élément, et s'en est servi? C'est grave possible aussi, mais bon, voilà, dans tous les cas, c'est bien amené, c'est bien ficelé, c'est bien construit, on dit pas non. Et là, on a le droit maintenant du coup à un autre flashback, il y a 109 ans, donc tu remontes loin dans le temps, il y a 109 ans où on voit le roi Harald jeune, il est trop stylé, j'adore le perso, tu vois le flow, tu vois carrément les cornes et tout, vraiment en mode, là c'est un roi terrifiant, parce qu'il défonce aussi bien ses alliés que tout le monde, il explose tout, il détruit tout, tu le vois en train d'attaquer, de détruire un village et tout, c'est un monstre, tu vois, il est en mode c'est qui votre dieu machin et tout, vraiment il se prend pour je ne sais quoi, donc ça c'est hyper intéressant, puisque le roi était une véritable ordure, voilà, ça j'aime beaucoup l'idée, je trouve ça hyper intéressant ce que ça peut amener là-dedans. Et ça permet d'avoir un petit peu, du coup, petit à petit, on va réussir à avoir toute l'histoire finalement du roi Harald, tout ce qui s'est passé. Donc ça, je trouve ça cool. Voilà, en tout cas, chapitre très intéressant, je trouve vraiment beaucoup de flashbacks, du flashback dans du flashback, mais hyper intéressant parce que ça permet énormément le développement des personnages, de l'univers, de ce qui s'est passé. Et pour moi, les flashbacks, des fois, c'est nécessaire pour expliquer certaines choses et pour développer les choses. Bon, on l'oublie pas, en tout cas, One Piece, c'est la vie.